Bonsoir, bienvenue dans Savoir d'une heure de débat politique. Et aujourd'hui, on va essayer de prendre un peu de hauteur, pas forcément parler de l'actualité chaude, quoique. Et si je vous dis communautarisme, vous pensez à quoi? Islam, modèle anglo-saxon, accusation aussi contre une partie de la gauche qui serait pour une société multiculturelle, contre le modèle d'intégration à la française. On se rappelle les propos de Manuel Valls contre la France insoumise, taxée d'islamo-gauchisme. Communautarisme, ce mot qu'on a du mal à définir en fait. Ce mot apparaît un peu partout dans le discours politique aujourd'hui comme un épouvantail. Les attentats en Grande-Bretagne, c'est à cause du communautarisme qui prévaut dans ce pays. Le fait que quelques femmes décident de revêtir un accoutrement bizarre, un burkini pour aller à la plage serait, nous expliquent les politiques et les médias, la preuve du communautarisme qui vient. Les candidats aux élections qui vont discuter avec des jeunes, des quartiers, dans des communautarismes qui se cherchent une clientèle. Ou plus grave, à la radicalisation dans certaines cités qui conduit au djihadisme, c'est la conséquence du communautarisme qui s'installe en France. Communautarisme ou l'ennemi de l'intérieur qui menace la mère patrie. Fantasme ou réalité, est-ce que tout cela relève d'un sentiment d'insécurité imaginaire ou est-ce que c'est vérifiable ? Sur le terrain, par des faits concrets et précis, assiste-t-on en France à un repli identitaire qui viendrait menacer notre sacro-saint modèle républicain? C'est le débat de ce soir. 4 invités m'ont rejoint. François Pupponi, bonsoir. Vous êtes député socialiste du Val d'Oise, ancien président de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU. Mais c'est beaucoup l'homme de terrain que je vais interroger aujourd'hui. Vous avez été 20 ans maire de Sarcelles, dans la banlieue parisienne. Vous avez quitté votre fauteuil de maire à cause de la loi sur le non-cumul des mandats. Mais vous continuez à dénoncer une forme de communautarisme qui progresse, selon vous, dans certaines cités. Vous allez nous en parler. Face à vous, Rokhaya Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Vous êtes journaliste, réalisatrice et écrivain. Vous êtes aussi militante associative. Vos actions s'inscrivent dans la lutte contre le racisme et les préjugés ethnico-raciaux. On vous a souvent accusé d'être communautariste. D'ailleurs, vous allez nous en parler, vous allez dire ce que vous en pensez. Je signale à nos téléspectateurs votre expo photo à la Maison des Métallos à Paris. Ça s'appelle Afro, avec la photographe Brigitte Sombière. Vous êtes allé dans les rues de la capitale pour photographier les Parisiens d'origine africaine qui portent leurs cheveux naturels, non défrisés, pour montrer la pluralité de la France actuelle, la pluralité des beautés parisiennes, en fait. Allez-y, c'est jusqu'à dimanche à la Maison des Métallos à Paris. Jean Birnbaum, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste au Monde, responsable du Monde des livres. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Un silence religieux, la gauche face au djihadisme, aux éditions du Seuil. Pour vous, la gauche, dans son ensemble, a tendance à sous-estimer le facteur proprement religieux de l'analyse des terribles événements que nous avons connus ces dernières années, les attentats. Vous vous moquer un peu du rien à voir avec l'islam, balancé par les responsables politiques. Merci d'être venu. Enfin, David Jaïz, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous, votre parcours m'épate. Un bel exemple de méritocratie républicaine. 19,97 sur 20 au bac. C'était il y a 9 ans seulement. Vous avez 26 ans, déjà normalien, énarque, passé par Princeton. Vous enseignez à Sciences Po Paris à des étudiants principalement américains. Un cours sur l'histoire des guerres civile depuis l'Antiquité à nos jours. Votre premier livre, La guerre civile n'aura pas lieu, ça s'inscrit dans notre actualité, mais pour mieux la situer dans une perspective à la fois historique et philosophique. C'est aux éditions du Cerf. Alors, messieurs, madame, avant de débattre, ces prises de parole publiques de politique sur le communautarisme dans le débat politique, le mot est apparu très récemment finalement, début des années 2000, depuis 2003 et la loi sur le voile à l'école. Ensuite, ça monte très vite, à droite comme à gauche, le mot est utilisé comme un épouvantail, une menace contre le modèle républicain d'intégration à la française. Alors le dernier en date à s'être exprimé, c'est Laurent Wauquiez qui veut refonder la droite sur une ligne identitaire. Il l'a dit avant-hier dans les Alpes-Maritimes pour son premier meeting de campagne dans la course à la présidence des Républicains. Et vous allez le voir, il interpelle directement Emmanuel Macron. On l'écoute. Lui qui à Marseille a fait l'éloge des communautés, là où Renaud tu te bats pour l'intégration républicaine, non, monsieur Macron, la France n'est pas une juxtaposition de communautés, la France est un destin commun où il faut apprendre à dire nous au lieu d'opposer ces petites différences et ces petites particularités. J'ai connu par exemple cette ville de Firminy, à côté de Saint-Étienne, qui était un modèle d'intégration.
qui pendant des années a intégré des familles qui venaient d'Italie ou d'Espagne et qui travaillaient dans les mines et qui devenaient français, se perdre petit à petit et laisser place à une juxtaposition de communautés où le salafisme a tout simplement remplacé l'adoration de la République française. Alors, Laurent Wauquiez n'est pas le seul à pointer du doigt le communautarisme. Je vous propose quelques extraits, à droite comme à gauche, ancien président ou chef d'opposition. Un thème en vogue depuis déjà pas mal de temps. On écoute et on réagit juste après. La menace du communautarisme, la confrontation des cultures, et donc le racisme, l'antisémitisme, la détestation de l'autre. C'est en prenant en compte ces risques qui sont là dans la France du XXIe siècle, que nous ne pensions plus imaginer ou voir. C'est en prenant en compte ces risques que nous devons nous élever, de faire en sorte que la nation redevienne facteur d'espoir. Le problème de la Grande-Bretagne, c'est aussi le problème de la France, c'est le problème du communautarisme. C'est une politique qui a été menée depuis des années et qui a fait l'éloge de la société multiculturelle et qui, en réalité, sous prétexte de liberté, eh bien, a laissé se développer sur le territoire des réseaux fondamentalistes puissants, des discours de haine régulièrement, contre lesquels le gouvernement britannique n'agissait pas plus d'ailleurs que n'agit le gouvernement français sur le territoire français. Donc on est là aux racines du mal, en quelque sorte, contre lesquelles nous devons lutter et contre lesquels les gouvernements divers et variés n'ont pas lutté depuis maintenant des années et des années. L'identité est menacée quand on laisse les communautarismes prospérer sur le territoire de la République, quand on laisse des minorités nous imposer un mode de vie qui ne sera jamais le nôtre. Je veux être compris. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Je refuse que les femmes soient voilées à l'école, à l'université, dans les services publics, dans les entreprises. Conception de la République, ce ne sont pas des communautés qui vivent les unes à côté des autres. Ce n'est pas laisser s'installer les communautarismes dans l'indifférence générale. Ce sont des citoyens qui vivent pleinement ensemble. La laïcité permet cela. La laïcité, c'est notre liberté à tous, c'est notre force collective. Et là-dessus, on ne peut tolérer aucune ambiguïté. Voilà pour ces extraits. François Pupponi, qu'est-ce que dit l'élu de terrain? Est-ce que vous pensez que la France est menacée par le communautarisme? En écoutant toutes ces interventions, j'ai envie de dire que des hypocrites. Tous tant qu'ils sont. Ça fait 50 ans que la France ghettoise ses quartiers, communautarise ses quartiers, en attribuant les logements dans les quartiers les plus favorisés qu'à des gens qui viennent de communautés. Et la France, pendant ce temps-là, n'a pas été capable de gérer son problème post-colonial, de régler le problème de ces populations qui arrivaient des anciennes colonies, et de parler aux musulmans. Voilà. Et on pensait que pendant 50 ans, tout allait bien se passer. On a juste oublié une chose, c'est que la République ne va pas de soi, que la nation ne va pas de soi, et qu'il aurait fallu, effectivement, faire en sorte que l'idéal républicain et national joue son rôle. Ça n'a pas été le cas. On a ghettoisé ces quartiers, communautarisé ces quartiers. Mais qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain à Moi, Sarcelles, je constate que ces quartiers étant communautarisés, moi, Sarcelles, c'est une forte communauté juive, parce qu'on a attribué les logements à la communauté juive lorsqu'elle arrivait d'Afrique du Nord après les événements. Une forte communauté musulmane, parce que je rappelle que Sarcelles, le Grand Ensemble, quand le symbole a été construit par l'État et la Caisse des dépôts. On a attribué les logements à des gens qui venaient principalement du Maghreb ou d'Afrique de l'Ouest, qu'on a ghettoisés dans ces quartiers. Et après, quand les Chaldéens sont arrivés, on les a logés à Sarcelles parce que c'était plus facile, il y avait des logements. Et donc, on a fait une ville de communauté. Bon, on l'a voulu, on l'a construit. C'est Manuel Valls qui a parlé de politique d'apartheid. Il avait raison. Sociale et territoriale. Oui. Il avait raison. Et on se dit, oulala, maintenant les communautés, elles existent. Et puis elles se parlent. Et puis ces gens-là, ils ont des traditions, ils ont des cultures, ils parlent une langue. Mince alors, ils sont pas comme nous. Non, ils sont pas comme nous. Mais le rôle de la République aurait été au contraire de faire en sorte que l'ensemble de ces personnes que nous avons accueillies, à divers moments de notre histoire, nous en fassions des citoyens éclairés de la République française. C'était le rôle universaliste de la République. Et ça, on l'a oublié. On a cru que naturellement, ça allait se passer. Et comme nous, on l'a mal fait ou pas fait,
Aujourd'hui, effectivement, des réseaux fondamentalistes disent écoutez, là, il y a des gens qu'on peut aller capter, on va aller les capter. Oui, bien sûr. Donc, il y a un retour du religieux très fort dans ces quartiers. Mais je ne le vis pas qu'avec la communauté musulmane. La communauté juive s'est repliée sur elle-même, la communauté catholique se replie aussi, et la communauté musulmane. Les trois grandes communautés se replient sur elles-mêmes, et le retour du religieux occupe l'espace laissé par la République. Quand on parle du communautarisme, ça renvoie surtout à l'islam, à la religion musulmane. On vous a beaucoup taxé de communautariste. Est-ce que vous êtes communautariste? Je ne pense pas être communautariste, et effectivement, j'ai été frappée de voir dans les extraits que vous avez diffusés que tout le vocabulaire qui est mobilisé autour du communautarisme fait référence de manière plus ou moins explicite à l'islam. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en France, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté entre guillemets musulmane. Et c'est vraiment un terme autour duquel je mets des guillemets parce que c'est une communauté qui est aussi composite que toutes les autres. Il n'y a pas de véritable communauté musulmane. Parmi les musulmans, il y a des gens qui sont d'origine maghrébine, ouest-africaine, qui sont aussi de Mayotte. Mayotte, c'est quand même 90% de musulmans qui sont de la Réunion. Donc je ne pense pas que tous... Les pratiquants, les non-pratiquants... Des femmes qui sont voilées. Est-ce qu'il y a une communauté musulmane en France? Je ne pense pas. Je pense qu'elle est perçue comme telle, vue de l'extérieur, parce qu'il y a un sentiment d'angoisse qui naît de la peur qu'on peut avoir des musulmans. Et puis ce terme de communautarisme, il m'interpelle parce que vous l'avez dit justement, il est extrêmement récent. Et je trouve que sa définition est aussi floue qu'il est récent. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'il est mobilisé pour invalider certaines revendications légitimes qui sont formulées par des personnes qui sont victimes de discrimination et de racisme. Et qu'effectivement, dès que certaines personnes qui vivent des expériences négatives du fait de leur couleur de peau, du fait de leur religion, se réunissent pour former des associations, expliquer qu'effectivement, elles aspirent à ce que toutes les valeurs de la République s'aspirent à eux, en particulier à eux ou à elles, en particulier les valeurs relatives à l'égalité, et bien on leur dit pourquoi parlez-vous de votre identité et ça fait de vous des communautaristes. Et je crois vraiment que c'est une notion qui n'a pas vraiment de fondement tout à fait logique et légitime parce que à ma connaissance, les gens qu'on taxe de communautarisme n'ont pas de projet séparatiste ou ségrégationniste et n'ont pas la volonté de s'unir pour former une communauté séparée. Au contraire, beaucoup d'entre eux et beaucoup d'entre elles revendiquent l'application des principes républicains et ces principes notamment que sont les libertés, l'égalité et la fraternité. Jean-Bien Beaune. Oui. Oui, écoutez, moi, en fait, c'est vrai que c'est un terme récent, mais pas si récent que ça. C'est avec moi, j'ai l'impression que c'est un peu même daté déjà. Le terme là, ils l'utilisent tous, mais communautarisme, en fait, aujourd'hui, c'est un peu daté parce que la question n'est plus vraiment là. Quand on oppose, en fait, communautarisme, on l'oppose à quoi? Généralement, on l'oppose à universalisme. En fait, le communautarisme, c'est la version méchante d'une communauté qui se referme sur elle-même et qui donc se soustrait à une vocation universaliste, qui est celle de la République, à un cadre universaliste, etc. Or, en fait, c'est là qu'il y a un énorme malentendu, c'est que finalement, tout universalisme, en dernière instance, est aussi un communautarisme. C'est-à-dire que finalement, l'universalisme religieux crée une communauté religieuse. Les chrétiens s'inscrivent dans une communauté universelle qui est une communauté religieuse. Ils n'ont aucun problème. Une communauté de croyants, qu'elle soit juive, protestante, catholique ou musulmane, se dira une communauté de croyances qui est tendue vers un idéal, une vocation, une espérance universaliste. La communauté nationale est une communauté qui s'inscrit dans un autre universalisme, qui est celui des droits de l'homme. Et en fait, un des grands malentendus, c'est celui-là, c'est qu'on raisonne en termes de la République qui serait universelle, les communautés qui seraient particulières et hostiles à l'universalisme. En fait, aujourd'hui, un des problèmes, c'est qu'on n'a pas affaire à des communautarismes agressifs. Si on parle de l'islam, pas de l'islam, mais plutôt de ceux qui font de l'islam une religion sanglante ou une vocation, une grimace sanglante, c'est-à-dire des islamistes, voire des djihadistes, ces gens-là ne sont pas des communautaristes. Ce sont des gens qui sont totalement dans l'universalisme. C'est même aujourd'hui l'universalisme le plus sexy, si j'ose dire, le plus séduisant qu'il y a sur la planète Terre. C'est le seul universalisme pour lequel des milliers de jeunes Européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde. Et donc ces gens-là sont pas des gens qui sont en train de se recroqueviller dans des quartiers pour créer des petites communautés contre la République française. Ce sont des gens qui se baladent dans le monde entier, qui sont sans patrie ni frontières et qui se réclament d'un universalisme. Donc en fait, aujourd'hui, la question n'est pas tellement le face-à-face entre des communautés, des communautarismes d'un côté et un universalisme républicain de l'autre. Là, on est dans un cadre national. Il est plutôt qu'aujourd'hui, on a affaire à des universalismes concurrents, violemment concurrents. Et donc l'universalisme républicain français, il est tout petit. L'universalisme européen est un peu plus grand. L'universalisme occidental est encore un peu plus grand. Aujourd'hui, vous avez affaire à un choc frontal d'universalisme, beaucoup plus qu'à un face-à-face entre des communautarismes et un universalisme. David Jaïs, il y a une opposition entre le multiculturalisme et l'intégration à la française?
Alors, je dirais d'abord que le terme de communautarisme, ça fait partie de ces mots valises qui flottent dans le débat public, le poissent et vont jusqu'à l'empoisonner. Ça fait effectivement plus de 30 ans qu'on entend ce terme. Si on revient à l'origine de ce mot, c'est un concept en réalité anglo-saxon qui désigne un choix d'intégration normatif qui consiste à privilégier... Et ça n'existe pas en anglais, hein, si je ne m'abuse. C'est communautarism, c'est-à-dire le fait de privilégier la communauté sur l'individu pour le modèle d'intégration. On le retrouve au Royaume-Uni, aux États-Unis, on a des quotas ethniques, on a une politique d'accueil des étrangers qui se fait selon le groupe ethnique ou le groupe religieux, bien davantage que selon l'individu. En France, on a une philosophie politique qui est assez radicalement différente, puisque la philosophie républicaine repose assez largement sur l'émancipation civique de l'individu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une partie de la classe politique utilise ce terme pour en réalité désigner autre chose. Et là, je rejoins Jean de Birnbaum. Je crois que le terme communautarisme, il est employé aujourd'hui pour masquer les dysfonctionnements de l'universalisme républicain et de la capacité de cette philosophie politique et de ce système politique à intégrer la diversité qui compose la société française. Et donc, il n'est pas étonnant que dans certains quartiers de relégation ou dans certains groupes sociaux ou dans certains groupes religieux, il y ait des gens qui se tournent vers des idéologies beaucoup plus virulentes et effervescentes, comme l'est aujourd'hui le djihadisme, parce qu'elles leur paraissent être des substituts beaucoup plus forts à un modèle républicain qui, lui, n'est plus que verbal, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on parle souvent des valeurs de la République, on parle souvent du modèle républicain, mais derrière, on a de plus en plus de mal à mettre des choses concrètes. Rokhaya Diallo, je voulais que vous réagissiez à cette une du Figaro Magazine. C'était, il y a 15 jours, une enquête sur les agents d'influence de l'islam. Hein, pas de l'islamisme, hein, de l'islam. L'islamosphère, alors politique, journalistes, intello ou acteurs associatifs, ils investissent l'espace médiatique, écrit le magazine, hein, ces agents d'influence pour qui le musulman incarne la nouvelle figure de l'opprimé. Il importe de le défendre contre l'homme blanc qu'ils accusent de toutes les fautes, titre le Figaro Magazine. Et si on peut revoir la photo, on vous voit, Rokhaya Diallo, à côté du sociologue Edgar Morin, du journaliste Edwy Plenel, hein, ou de politiques hein, comme Daniel Obono de la France Insoumise ou Benoît Hamon. Vous êtes un agent d'influence de l'islam, Rokhaya Diallo ? Je l'ai découvert grâce au Figaro Magazine et je crois que ça a effrayé les gens de mon entourage qui ne me savaient pas aussi influencés par l'islam. Alors moi, je trouve que c'est intéressant ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, c'est l'islamosphère. C'est même pas l'islamistosphère. C'est-à-dire que le fait d'avoir des liens plus ou moins ténus avec l'islam ou de lutter contre l'islamophobie, parce qu'il y a plusieurs personnes qui, à mon sens, hein, sont des personnes qui luttent contre l'islamophobie, qui ont été accusées d'être des agents de l'islamosphère. Alors je ne sais pas à quel titre j'ai eu l'honneur d'être... Et quand vous lisez ça, vous dites quoi alors ? Mais j'ai rien dit en fait, j'ai absolument pas réagi, j'ai trouvé ça incroyable. C'est vraiment, moi j'ai trouvé que la démarche c'était une démarche qui visait quand même à désigner un certain nombre de personnes à la vindicte populaire parce que c'est nous associer quand même avec des idées extrêmement dangereuses dans un climat où les Français ont quand même assez peur d'attentats. Et moi je trouve quand même ça, sur le plan journalistique, irresponsable. Le dossier, je l'ai lu, il n'y avait pas vraiment d'informations qui laissaient, en tout cas qui prouvaient ces allégations qui me semblaient un petit peu fallacieuses. Donc je pense que c'est plutôt du sensationnalisme que du journalisme d'investigation. Vous en pensez quoi de ça ? On confond il y a des agents d'influence. On confond deux choses. Oui, la communauté musulmane de France relève la tête, ou plutôt lève la tête. Pendant longtemps, elle avait quelque part un peu honte d'être musulmane en France, et donc c'était l'islam des caves, etc. Et aujourd'hui, ils affirment leur religion, et ils ont raison de le faire. On est dans une république laïque, où chacun a le droit de croire, de ne pas croire, et que ceux qui croient ont le droit d'exister. Et donc, moi je le constate avec la communauté musulmane que je fréquente régulièrement, il y a maintenant des revendications et ils n'ont plus honte d'avoir des revendications. Et je dis c'est très bien parce que d'autres communautés religieuses l'ont fait en France et le font. Il n'y a aucune raison que la communauté musulmane ne le fasse pas. À côté de cela, il y a des réseaux salafistes qui s'implantent en France. Et c'est deux choses différentes. Ce sont deux choses. Mais comme en France, on est un peu vis-à-vis de la communauté musulmane complètement inculte, et donc on parle de tout et de n'importe quoi, on n'est pas capable de dire qu'il faudrait aborder le problème de l'islam en France et des musulmans de France qui ont le droit, comme les autres, d'avoir le droit de citer, et après de s'occuper du problème du salafisme. Et on mélange le tout. Et donc, dans l'article du Figaro, tout était mélangé. Les musulmans... Et donc, moi, ce que je dis depuis longtemps, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable dans notre pays d'avoir un débat serein,
dépassionnée sur la place de l'islam en France. On l'a fait en 1804 pour les Juifs, c'était Napoléon. On l'a fait en 1905 avec la communauté catholique. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable un jour d'avoir ce débat-là sereinement. Et ça, je pense que ça pacifierait les relations, parce qu'aujourd'hui, à force de ne pas en parler, ça cristallise les choses. Jean Birnbaum. Tout le problème, à nouveau, c'est le problème du cadre d'analyse, le cadre national. C'est-à-dire qu'évidemment, d'un côté, là aussi, on devrait pouvoir tenir des choses ensemble, qui sont compliquées, mais si on ne contient pas ensemble des choses compliquées, on dit effectivement, on part dans des trucs d'amalgame ou de violence, etc. Mais on devrait pouvoir dire d'un côté que souvent, la haine de l'islam ou la stigmatisation de l'islam est un paravent à des vieilles discriminations, des vieux préjugés racistes, anti-arabes ou autres. C'est une réalité, ça existe. On devrait aussi pouvoir dire qu'aujourd'hui, à l'échelle non pas de la France, mais du monde entier, le monde musulman est traversé par une guerre civile mondiale, une radicalisation interne extrêmement violente, que beaucoup de musulmans passent leur temps à en parler, et que donc on devrait pouvoir dire les deux. Ça n'est pas de l'islamophobie ou une violence anti-musulman de constater, comme Rachid Benzine ou aujourd'hui, comme Abdelwahab Medeb hier, comme tant d'autres dans le monde musulman qui essayent de soustraire leur foi aux fanatiques qui sont de plus en plus puissants à l'intérieur de ce monde-là. Ça n'est pas de l'islamophobie de constater ça. Donc on devrait pouvoir constater les deux choses à la fois. Dire attention, certains se servent de la critique de l'islam ou de la violence ou de la stigmatisation de l'islam pour masquer de vieux préjugés, comme vous avez dit tout à l'heure, post-coloniaux ou racistes, etc. C'est une réalité. Mais d'un autre côté, on doit pouvoir dire ça tout en disant qu'il y a de fait un énorme problème qui se pose spécifiquement à l'intérieur du monde musulman. Aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui le djihadisme est la seule idéologie, la seule espérance quelque part, et sanglante si on veut, mais espérance quand même, qui fait que des milliers de jeunes Européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde pour cette idéologie-là, il faut bien voir que c'est quelque chose d'extrêmement puissant et que ce n'est pas une création ni du postcolonialisme, ni de la République française, ni des quartiers dans tel ou tel pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est complètement désarmé parce qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, on voit les responsables politiques, les médias, etc., qui disent « Ah, c'est le problème de notre modèle ». D'ailleurs, on a vu dans vos reportages, dans vos images d'archives, on dit « Ah, c'est le communautarisme en Angleterre, en France, on va dire que c'est la laïcité en France ». À chaque fois, le pays qui est frappé par un attentat s'interroge sur son petit modèle et dit « Oh là là, en fait, on a un problème avec notre modèle ». Mais en fait, ces attentats s'inscrivent dans un cadre mondial avec des gens qui sont sans patrie ni frontières, je redis, et qui sont, il suffit d'écouter Rachid Benzine, en fait assez emblématique d'une forme de radicalisation qui touche l'islam dans le monde entier. Rachid Benzine, comme vous savez, qui est islamologue, qui est quelqu'un de très central aujourd'hui, eh bien, il n'a aucun problème à dire que de nos jours, les centres de transmission et d'enseignement de l'islam à l'échelle planétaire sont très modérément modéré, voyez. Donc il faut avoir ça en tête et au lieu de dire tout ça n'a rien à voir, ça n'est que de la stigmatisation ou ça n'est rien, il faut juste soutenir tous les musulmans qui à l'intérieur de ce monde-là essayent de soustraire leur foi aux fanatiques et qui eux ne disent pas que ça n'a rien à voir avec l'islam, le djihadisme et qui eux ne pensent pas qu'il n'y a aucun problème aujourd'hui dans le monde musulman. Il suffit de voir que la guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, toute cette espèce de cette espèce de conflit, on est tous embarqués dans quelque chose qui est mondial et ça servira à rien de dire que le problème c'est la politique des quartiers ou l'aveuglement de la République française, même s'il y a plein de problèmes de ce point de vue-là par ailleurs. Mais je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un monde musulman au singulier, mais encore une fois, ça me semble peut-être un peu simplifier la photo générale des musulmans du monde, parce que je pense qu'entre un musulman indonésien, un musulman sénégalais ou encore un musulman de chez nous, de la Réunion, de Mayotte, il n'y a pas un monde qui unit toutes ces personnes. Donc je pense que c'est un problème effectivement mondial. Mais encore une fois, parler d'un monde musulman singulier, je pense que ça entretient l'idée de l'amalgame. Et puis effectivement, il y a des problèmes de radicalisation dont on a tragiquement fait les frais, nous Français, mais pas seulement, qui est assez évident. Mais je crois aussi qu'il faut rappeler que beaucoup des personnes qui ont été impliquées dans les attentats, qui sont auteurs des attentats, n'ont pas été, éduqués à l'islam de manière traditionnelle. C'est ça aussi qu'il faut rappeler, parce qu'on a le sentiment en fait que ce problème-là est lié à la culture musulmane en tant que telle, alors que souvent ce sont des gens qui se sont éveillés à l'islam tardivement et souvent pas de manière classique, par le biais de la famille, par le biais de certaines mosquées, comme ça se fait pour la plupart des musulmans de France. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, parce que ça peut laisser entendre qu'il y a une porosité évidente entre le fait d'être musulman et d'être peut-être plus sensible que d'autres à des théories extrémistes, dangereuses, terroristes. David Jaïs, ce mot communautarisme pointé du doigt, ça fait aussi référence quelque part
à la 5e colonne, cet ennemi de l'intérieur, cette horde de barbares, d'islamistes qui va se retourner contre la mère patrie. Est-ce que la guerre civile aura lieu? Alors sur l'effervescence djihadiste mondiale, je rejoins ce qu'a dit Jean Birnbaum. C'est-à-dire que je pense que la grille de lecture nationale, centrée sur nos problématiques, est complètement non pertinente. Je pense que c'est un phénomène ancien qui revient cycliquement dans l'islam, et je crois qu'on ferait mieux de lire Ibn Khaldoun, comme l'a fait récemment Gabriel Martinez-Gros, pour comprendre les racines de ce phénomène, plutôt que de se focaliser de manière d'ailleurs très nombriliste sur nos débats à nous. J'en profite pour dire que les tiers-mondistes qui nous expliquent qu'on est frappé parce qu'on bombarde la Syrie commettent une infantilisation dont ils ne se rendent pas compte, puisque ce serait dénier au fond aux djihadistes qui nous frappent toute autonomie de raisonnement et penser qu'ils sont entièrement déterminés par notre propre agenda. Cela étant dit, je pense qu'il y a une crise du lien entre la France et l'islam qui dépasse largement le fait djihadiste, qui se cantonne à quelques centaines ou milliers d'individus en France, et qui pour moi tient à deux choses. La première, c'est notre passif colonial. Nous avons là quand même un passé qui ne passe pas, et notamment les liens particuliers que la France entretient avec l'Algérie, car enfin, il y a plus de 15% des Français qui ont un lien direct avec l'Algérie, qu'ils soient descendants d'immigrés, de pieds noirs, qu'ils aient dans leur famille un ancien appelé du contingent, qu'ils soient des juifs séfarades. Donc ces liens, ils existent, mais on ne met pas de mots dessus, et je crois qu'il y a une politique de l'oubli qui est extrêmement préjudiciable. Et la deuxième raison, c'est évidemment le fait qu'un mauvais usage de la laïcité a conduit à neutraliser notre rapport au bloc spirituel qui existe dans l'espace social et dans l'espace politique. J'entends par là que la laïcité, c'est quelque chose de formidable, c'est un trésor qu'il faut défendre et qu'il faut chérir. Mais c'est trois choses, la laïcité en France. C'est d'une part la séparation entre l'État et les églises, d'autre part la neutralité des services publics, et enfin, et ça c'est le trait spécifiquement français, la protection des individus, notamment les plus fragiles, contre les influences sectaires ou les influences des groupes. C'est pas autre chose. Mais le problème, c'est qu'un mauvais usage de la laïcité nous conduit à devenir aveugles, neutralise notre rapport au religieux, et du coup, on ne se rend pas compte que l'islam est tout simplement aujourd'hui le deuxième bloc spirituel après le catholicisme dans notre société, et qu'à ce titre, il n'est pas illégitime de se dire qu'il faut améliorer la connaissance des Français sur cette religion, et que ça peut aussi passer par des politiques publiques qui ne violent en rien le principe de laïcité. François Pupponi, vous voulez réagir? Oui, mais moi je partage ce qui vient d'être dit, même si j'ai un petit désaccord avec vous. C'est quand vous dites qu'il y a le problème du djihadisme et de ce qui traverse l'islam dans le monde, et qui peut être déconnecté de notre propre problème à nous par rapport à l'islam. Il y a aussi quand même, entre guillemets, quelques porosités. Et si les djihadistes arrivent justement à recruter un certain nombre de jeunes Français, c'est que nous avons aussi... Si certains jeunes Français préfèrent aller en Syrie faire le djihad plutôt que défendre l'idéal républicain, c'est qu'on a aussi un problème. Que ce mouvement international qui traverse l'islam a aussi la possibilité de recruter chez nous. Donc il faut aussi qu'on s'interroge, nous, sur pourquoi il y a autant de jeunes Français qui ont décidé de faire le djihad et de partir se battre contre leur patrie, et y compris de faire des attentats chez eux. Faut qu'on s'interroge aussi là-dessus. Donc, il y a aussi des causes nationales qui font que... Alors sur le reste, moi j'entends ce que vous dites, et vous avez tout à fait raison, je partage sur l'islam et qu'on parle des musulmans, mais quand un élu dit ça, moi je le dis depuis des années, il est taxé de communautariste. Et donc à chaque fois, on le renvoie dans les cordes en disant « Ah, c'est un communautariste voilà. ». Parce qu'on est tellement... On vous a taxé de communautariste? Oui, toutes les campagnes électorales, moi, je suis un méchant communautariste, moi. Et donc, pourquoi? Parce qu'en fait, notre République est faible et ne veut plus aborder ce sujet-là. Ce qu'on a été capable de faire, je répète, en 1905, nous ne sommes plus capables de le faire en 2017. Et les musulmans nous interpellent en disant « Mais on est là, on existe ». Et nous, on dit « Oh non, 1905 a réglé tout, circuler, il n'y a rien à voir ». Et si on était une république forte, sûre de ses valeurs, on pourrait aborder sereinement ce problème-là. Et ça éviterait tous les fantasmes et les craintes des uns des autres. Jean Birnbaum. Oui, vous savez, parce que c'est marrant, on a commencé par le communautarisme, et puis pour plein de raisons, on est allé arriver sur l'islam. Alors qu'en fait, on n'était pas obligé d'aller sur l'islam quand même, tout de suite. Mais c'est ce que je disais au début de l'émission, ça renvoie aujourd'hui donc à l'islam, à l'attaque contre le multiculturalisme et aux reproches, aux accusations qu'on fait à une partie de la gauche qui serait plus multiculturelle. Alors pour reprendre un peu différemment, il y a une chanson de ce rappeur qui s'appelle Youssoupha que j'aime beaucoup, et qui, à un moment donné, cette chanson s'appelle Négritude, et à la fin, il fait entendre la voix d'Aimé Césaire, donc le poète de la négritude, un des grands poètes de la négritude. Et on entend Aimé Césaire, c'est très très beau, qui dit « Longtemps, alors je paraphrase de mémoire, longtemps j'ai cru que pour être universel, il fallait pas être nègre,
Et un jour, j'ai fini par comprendre que que plus j'étais nègre, plus j'étais universel. Donc en fait, la question, elle n'est pas tellement toujours de se fondre, de ne pas être communautariste, de ne pas se cabrer sur son identité, de la refouler, de la diluer. Non, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire rayonner comme identité. On peut tout à fait dire plus je suis nègre, plus je suis universel, parce que ça ne sera pas universel en extension, comme ça en dilution, ça sera en intensité. Plus je suis nègre, plus je suis universel. Le problème, c'est sur quel type d'identité on se branche et quel type d'identité... Parce que le communautarisme, c'est mauvais en soi en République, alors. Parce que mauvais en soi. C'est-à-dire que, comme je vous disais, moi je trouve que le mot n'a pas grand sens. Le vrai problème auquel on a affaire aujourd'hui, si on revient à la question donc de l'islam et du djihadisme, c'est que effectivement, il y a un certain universalisme républicain qui est aujourd'hui affaibli, qui se propose à toute une jeunesse, et pas seulement la jeunesse, et pas d'ailleurs seulement la jeunesse des quartiers, parce qu'il y a beaucoup de djihadistes qui viennent de milieux extrêmement huppés. Donc il faut se demander pourquoi de province et qui des bourgeois. Et à chaque fois qu'un fils de banquier essaie de se faire sauter au nom du djihad, on dit mais comment ça se fait, un fils de banquier? Bah oui, parce que ce n'est pas que la question sociale là qui est en jeu, c'est la question de effectivement quelle espérance se propose et quel universalisme se propose. Donc le problème aujourd'hui, ça n'est pas le communautarisme, c'est plus je suis nègre, plus je suis universel, mais qu'est-ce qui se passe si je dis plus je suis djihadiste, plus je suis universel? En fait, ça dit quelque chose de vrai, puisque le djihadisme se veut un universalisme, qui est sanglant, mais qui est quand même un universalisme, et le problème qui se pose à nous, c'est que quand des jeunes se branchent sur cet universalisme-là, ils ne se branchent pas sur un communautarisme, ils se branchent sur une idéologie sans patrie ni frontière, qui veut exterminer et détruire l'universalisme républicain ou laïque, etc. etc. David Jaïs, vous voulez... J'ajoute que l'islamisme et en particulier le djihadisme a une dimension insurrectionnelle très forte. Alors il ne s'agit pas d'une insurrection de classe comme pouvait l'être le communisme militant au XXe siècle, mais il s'agit malgré tout d'une forme de révolte contre le désarmement moral et spirituel des centres. Ibn Khaldoun disait déjà ça de son temps, c'est-à-dire que les marges, notamment les tribus bédouines, ont toujours une forte propension à se révolter contre des centres pacifiés, désarmés, y compris moralement et spirituellement, et c'est le référent djihadiste qui est le plus pertinent pour motiver ces insurrections-là. Ce que je veux dire par là, c'est pas qu'il faut se réarmer au sens propre, mais c'est qu'il faut se réarmer moralement et spirituellement. Et je crois qu'on ne sortira de l'ornière de cette relation empoisonnée entre la France et l'islam que si on est capable de redonner du sens à la République. Moi, j'ai beaucoup aimé... Comment on fait pour redonner du sens à la République? Il y a plein de façons de faire. Je pense qu'il y a des politiques économiques et sociales qui sont extrêmement importantes. Bien sûr, il faut lutter contre la relégation urbaine. Ce qui est fait à travers l'ANRU est absolument essentiel et il faut le continuer. Il faut réduire les fractures géographiques, sociales, économiques. Mais il y a aussi une dimension spirituelle. Et moi, je pense que ce qui manque un peu dans notre société, c'est la capacité à créer des espaces de cohésion nationale et spirituelle. Et à cet égard, je trouve que l'idée d'un service militaire, même pour une brève durée, pour faire des tâches d'intérêt général, comme de la solidarité intergénérationnelle ou comme la protection de l'environnement, c'est une excellente idée pour essayer de recréer de la cohésion. Donc, ce mot, communautarisme, ça devient, je l'ai dit, aussi de plus en plus une accusation politique à tourner contre une partie de la gauche, accusé de multiculturalisme, de vouloir importer le modèle américain, et à qui on va reprocher une stratégie pas claire vis-à-vis des musulmans, une forme de clientélisme. Je vous propose d'écouter cet échange musclé entre deux gauches, Manuel Valls, partisan d'un modèle républicain exigeant, et Alexis Corbière de la France Insoumise. C'était il y a un mois à l'Assemblée nationale lors du projet de loi antiterroriste. On écoute et on réagit juste après. Il y a le débat de fond, qui est la lutte contre le radicalisme, et ce qu'il y a derrière. Et c'est là, Monsieur Corbière, où moi je continuerai à dénoncer vos prises de position, vos alliances, les liens avec les indigènes de la République et avec tous ceux qui aujourd'hui dans les quartiers représentent un vrai danger parce que précisément derrière cela, il y a oui l'islamisme radical et l'islam politique. Nous, islamo-gauchistes, mais quel mépris. C'est d'ailleurs assez peu honorable que certains aient utilisé cette qualification contre nous, y compris vous, Monsieur Valls. Vous voyez, vous parlez comme le Front National. C'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Oui, oui, vous parlez comme le Front National quand il s'agit de nous taper dessus, Monsieur Valls.
Rokhaya Diallo, vous dites quoi quand on vous accuse d'islamo-gauchisme? Mais déjà, je ne comprends même pas ce que ça signifie. Je veux dire, d'accoler islam et gauchisme, je ne sais pas quel est le problème, en fait. Si on est musulman, sensible à l'islam, intéressé par l'islam, et si on est à gauche de quelque manière que ce soit, où est la problématique? Donc déjà, dans la constitution de ce mot, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez flou qui tend à problématiser l'islam en tant que tel. La question du multiculturalisme, c'est une question pour moi qui fait complètement sens en France. Et il suffit de regarder les rues de différentes villes de France pour constater que de fait, effectivement, en France, il y a des Français, il y a des étrangers, il y a des Français qui sont issus de cultures tout à fait diverses. Et je crois, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'islam depuis le début de l'émission, mais il y a d'autres initiatives qui ont été fortement stigmatisées. Je pense à ces féministes noires qui ont tenté d'organiser, et finalement réussi à organiser un festival l'été dernier, cet été, qui ont été... dont le festival a failli être annulé parce qu'elles voulaient... Interdit aux Blancs. Alors, réservé aux femmes noires. Donc ça veut dire, femmes noires, il n'y a pas que les blancs qui ne sont pas des femmes noires. Il y a les hommes noirs qui ne sont pas des femmes noires. Il y a les personnes d'origine maghrébine, d'origine rome, d'origine asiatique. Donc c'était des ateliers qui étaient réservés aux femmes noires, mais ce sont des pratiques qui sont complètement calquées sur les pratiques féministes. Il y a dans le féminisme, dans l'histoire du féminisme français, des ateliers qui étaient réservés aux femmes, et c'est de là qu'ont été issus un certain nombre d'idées sur la question de l'IVG, sur la question du droit des femmes à disposer de leur corps, qui ont émergé sans qu'on accuse les femmes françaises d'être des communautaristes au féminin. Je pense que ce sont des pratiques politiques qui ont lieu depuis très longtemps. On ne demande pas aux délégués syndicaux d'inviter leurs patrons pour discuter des problématiques qui leur sont propres. On ne demande pas aux alcooliques anonymes de faire venir des gens qui ne sont pas alcooliques pour parler entre eux, c'est normal. Des ateliers exclusivement pour les femmes noires, c'est possible en France pour vous? Je ne sais pas après, mais je voudrais répondre à ce qu'a dit Manuel Valls. Je pense qu'à la fois il a raison, et je suis très étonné de la réponse de Corbière. Donc l'islamo-gauchisme, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'islamo-gauchisme? Il y a dans les quartiers un islam politique qui se développe. Moi, j'ai été candidat aux élections législatives en juin, et j'avais contre moi Samy Debat, présidente du comité français contre l'islamophobie en France, qui fait partie de la sphère du CCF, qui fait partie de l'islam politique, qui s'est présenté aux élections. Ouais. Et quand il s'est présenté, on voyait bien les thèmes qu'il déposait. Et il a le droit de le faire, et c'est la démocratie, j'ai rien à dire. Au deuxième tour, il est au deuxième tour contre moi, et par qui est-il soutenu? Par la France Insoumise. Ils tiennent des bureaux de vote ensemble. Voilà, donc voilà, ils sont ensemble pour me battre. Et j'allais dire, c'est la démocratie. Ils le font, la France Insoumise le fait tous les jours. Ils ne l'assument pas, visiblement. Ils ne l'assument pas. Ils ont qu'à l'assumer, dire oui, dans certains territoires, on va faire des accords politiques avec des partis, avec des structures qui sont proches de l'islam radical. Moi, si je peux me permettre, le collectif contre l'islamophobie, c'est une association que je connais, avec laquelle je travaille, qui est reconnue par les Nations Unies. Donc je ne comprends pas en fait pourquoi on considère que c'est une association qui pratique de l'islam radical, alors que moi j'ai eu l'occasion de faire des conférences en Pologne, en Autriche, à l'étranger, avec ce collectif qui recense les actes islamophobes. Si je peux me permettre, moi j'ai dit... je considère Samy Debat. Alors moi, qui était candidat contre moi. Je ne sais pas quel était le programme de Samy Debat. Samy Debat qui était candidat contre moi. C'est une ONG. D'accord. Samy Debat qui était candidat contre moi a quand même dit, j'ai la vidéo, que l'imam de Brest, qui a dit qu'écouter de la musique, ça fait devenir un porc, était un type très bien. Voilà, mais il a le droit de le dire. J'ai le droit de le dire. Voilà. Donc il est quand même, il favorise quand même certains réseaux extrêmement radicaux de l'islam qui tiennent des propos, moi, qui m'horrifient. Mais c'est son droit, on en démocratie. C'est pas le CCIF. Non, mais vous parlez des propos d'un individu. Mais voilà avec qui ce que je veux dire. Voilà avec qui était associée la France insoumise. Ils n'ont qu'à l'assumer, à dire oui, on passe des accords politiques avec ces gens-là. Bon, et faut pas à la fois les passer, les accords politiques, et après en avoir honte en disant c'est pas vrai. Voilà. Donc à la fois Manuel Valls a raison de dire qu'effectivement il se passe dans ces quartiers des relations politiques entre un islam radical et des partis politiques, c'est la réalité. Et je suis sûr que demain il y aura des victoires politiques. Samy Debat à l'élection fait 52% à Garges-les-Gonesse, une ville de 42 000 habitants à 20 km de Paris. Voilà, donc soutenu par la France Insoumise. Mais est-ce que dans son programme, moi j'ai pas regardé les choses de près, il y avait vraiment des choses qui étaient de nature à instaurer un islam politique en France? C'est ça la question. Ah mais madame, vous savez très bien qu'il peut y avoir... Bon, c'est vrai que l'imam de Brest, c'est grotesque, qu'il dit sur la musique, c'est complètement ridicule. Non mais c'est ridicule. Il était soutenu à l'époque par la mairie de Brest aussi. C'était pas le seul. J'étais beaucoup à le soutenir. C'est ridicule, mais c'est pas un projet terroriste non plus. C'est ridicule de critiquer la musique. Donc voilà. Personne n'a parlé de terrorisme. Je dis qu'en France, il y a un islam radical qui se développe, avec des réseaux qui se développent, et qu'aujourd'hui, il y a des accords objectifs entre la France insoumise et ces gens-là. C'est tout ce que je dis. Je ne porte pas de jugement, hein. J'ai juste des faits. Jean Birnbaum, c'est galvaudé cette expression islamo-gauchisme, mais est-ce qu'il y a un débat qui semble s'installer entre une gauche laïque, exigeante,
et une gauche plus multiculturelle. C'est un débat qui est souvent un peu caricatural, effectivement, mais en fait, l'islamo-gauchisme en France, c'est pas très probant pour analyser le cadre français. Mais par contre, ça existe. Quand vous disiez, je sais pas trop ce que ça veut dire. Par exemple, moi, j'ai lu de très près un texte qui est célèbre dans une certaine gauche radicale anglaise, mais qui a été très très influent. C'est un monsieur qui s'appelle Chris Harman, qui est une grande figure de l'extrême gauche britannique, et qui avait fait un petit livre qui s'appelle, un petit texte, une brochure qui s'appelle Le prophète et le prolétariat, ou Le prolétariat et le prophète, et qui est un livre d'ailleurs beaucoup plus intéressant que ce qu'on croit, un texte beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit, où il revient sur tous les moments où la gauche radicale a eu affaire à un retour de l'islam politique très fort, et où elle s'est interrogée sur qui était l'ennemi principal. Par exemple, au moment de la révolution iranienne, toute une partie de l'extrême gauche, y compris française, a soutenu les insurgés, les ayatollahs iraniens contre l'impérialisme américain, et dans un certain imaginaire marxiste, anti-impérialiste, etc., ça pouvait se comprendre. Simplement, peu à peu, le cadre, donc lui, il théorise ça, le prophète et le prolétariat et le prophète. Donc c'est une alliance de ceux qui veulent faire du prolétariat le nouveau sujet historique, et de ceux qui pensent que le prophète est un nouvel horizon spirituel et qui peut aider ceux qui défendent le prolétariat. Donc ça existe des alliances politiques et des choses très concrètes qui se sont passées. Après, concrètement, par exemple, le cas du nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot qui s'est complètement brûlé à l'islam politique, et les débats qu'ils ont eu en interne étaient passionnants, je les ai étudiés de près, lorsqu'ils ont, vous savez, présenté une jeune candidate voilée à Avignon. Et donc ça a suscité chez eux un débat dingue. Ils ont été accusés d'islamo-gauchisme, et c'était un peu absurde parce que c'était même pas une décision nationale, c'était une décision locale de quelqu'un qui a émergé, ils l'ont assumé nationalement, etc. Simplement, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous voyez leur texte, vous voyez qu'ils n'ont aucune politique, ils ne se sont pas dit on va faire alliance avec l'islam politique, etc. Ce sont des militants marxistes, internationalistes, laïcs, féministes, etc. Mais à un moment donné, ils ont assumé cette décision, et ils ont vu que cette jeune femme et son entourage se radicalisaient elles-mêmes, et qu'eux-mêmes étaient complètement désarmés pour faire face à la question religieuse, parce qu'il s'agit là d'une gauche, et c'est plutôt mon option, d'une gauche qui a complètement oublié la puissance politique du religieux, qui ne sait plus du tout ce que c'est, qui la méprise complètement, qui croit toujours que la religion c'est une petite chose qui est vouée à disparaître parce que ça date du Moyen-Âge, et que quand il y aura plus de chômage, etc., les gens seront plus religieux parce que tout ça c'est une chimère vouée à être dissipée par l'émancipation sociale. Et le cas du nouveau parti anticapitaliste de Besancenot à Avignon montre qu'à chaque fois que la gauche, et en particulier l'extrême gauche, se prend dans la figure le retour de l'islam politique et croit pouvoir faire des alliances, en fait, elle explose, parce que le nouveau parti anticapitaliste est largement mort de cette affaire. Ce sera le mot de la fin. Je crois qu'on parle beaucoup d'islamophobie en France. Alors autant les actes anti-musulmans me paraissent absolument attestés et une réalité, autant le terme d'islamophobie, notamment l'usage politique qui en est fait, me paraît sujet à caution. Eh bien, par symétrie... C'est-à-dire, ça existe, l'islamophobie, pour vous ou pas? Je pense qu'il y a des actes anti-musulmans qui sont évidents. Ensuite, il n'y a pas d'islamophobie. Alors je pense qu'il y a un sentiment anti-musulman. Mais l'instrumentalisation du concept d'islamophobie me paraît problématique. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Je n'ai pas saisi. Alors, en fait, c'est l'évaluation qu'en font ceux qui l'utilisent à des fins politiques. Et de la même manière, je pense que l'islamo-gauchisme, c'est tout aussi fragile. Et ce qui est amusant, c'est que les gens qui parlent à longueur de journée... Ça me rappelle le judéo-bolchevisme. Non, mais c'est-à-dire que en fait, les gens qui critiquent, les gens qui disent que l'islamophobie n'existe pas, eh bien, ce sont ceux-là même qui passent leur temps à dire qu'un tel ou un tel est islamo-gauchiste. Alors que pour moi, les deux concepts sont aussi fragiles. Est-ce que le problème, en gros, et ce sera vraiment le mot de ma fin, c'est une méconnaissance aussi des communautés, de ce qui est musulman en France? On ne sait pas vraiment... Je crois que c'est le refus aussi de la France d'assumer son visage tel qu'il est. Je pense que la France est un pays qui se pense encore blanc et qui a du mal à accepter l'idée qu'on puisse être une Française musulmane féministe et porter un foulard, par exemple. Ilham Moussaïd, qu'on a évoqué, qui était à Avignon, elle était trésorière du NPA bien avant qu'elle soit présentée comme candidate. Donc tant qu'elle était invisible de la sphère publique nationale, son voile ne posait pas problème, et tout d'un coup, le fait qu'elle soit une candidate, c'est devenu une forme... on a considéré que c'était devenu une forme d'islam politique, alors qu'elle n'avait qu'un foulard sur la tête. C'est pas parce qu'on est voilé qu'il y a nécessairement... Le port de la burqa, ils se sont radicalisés, ils sont partis parfois à l'extrême droite. C'est très compliqué. Je vous ai pas interrompu. Le fait est que... Voilà. Non, mais vous m'avez interrompu. J'ai même pas finir ma phrase. Vous savez, il y a une pratique qu'on appelle le man-interrupting, qui consiste pour les hommes à interrompre les femmes, les rares femmes qui s'expriment publiquement. Donc, je vous remercie. Je vous regrette de me laisser terminer ma phrase. Donc simplement, elle avait un foulard, et c'est légal en France. On a le droit d'être une femme, porter un foulard et d'être candidate au nom de n'importe quel parti. Et c'est devenu le procès de quelque chose qui pour moi dépasse son apparence physique. Alors juste un mot, parce que effectivement, vous savez, moi j'ai été élevé dans un milieu totalement féministe, et je suis très attentif à qui coupe la parole à qui, et si c'est les hommes et les femmes. Tout à l'heure, quand François Pupponi parlait, vous avez aussi
parler, c'est un débat, donc de temps en temps intervenir dans un débat. C'est normal, c'est normal. C'est normal, et pardon de vous avoir interrompu, mais c'est pas Merci. parce que vous étiez une femme. Et vous l'avez fait tout à l'heure avec François Pupponi, En et vous aviez tout à fait le droit de Il le n'est pas faire. une femme, donc il a accepté. Voilà. En tout cas, merci à vous. C'est ça le mot de la fin. Merci. On n'a pas répondu à la question. La France est-elle menacée par le communautarisme? Oui, non. Oui, Non. oui. Oui, Moi, non. oui, bien sûr, oui. Si la République est faible, la menace est là, oui. Je pense qu'on pourrait aussi parler du communautarisme des élites, parce que Ah, bien sûr, absolument, mais tous les c'est- communautarismes. elle Et l'entretient il y a d'autres très, très formes de bien. communautarisme. Communautarisme gay, on n'a pas parlé. Non, mais Communautarisme les- féministe, tant que des les femmes. élites- Tant que les Les élites femmes n'ont pas de blanches, pouvoir en parce que la France. France est quand même un pays d'élites blanches, refusera de voir comment le pays évolue et sera faible sur les valeurs républicaines, oui, le risque existe. Alors moi, je pense très simplement qu'en fait, comme je disais au tout début, on boucle la boucle. En fait, il n'y a à peu près que des communautarismes, tout universalisme et qu'un intercommunautarisme. Et donc, en fait, aujourd'hui, la seule question, c'est de créer une contre-espérance ou un contre-communautarisme national, républicain, européen, tout ce que vous voulez, laïque, qui permet de faire face David à Jaïs, très rapidement. Entendu comme tel, je suis d'accord, le pays est menacé de fragmentation et ce qu'il faut, c'est recréer de la cohésion et donc du commun. Ça sera le mot de la fin, en tout cas. Merci à vous quatre d'être venus débattre sur ce sujet assez sensible. C'était passionnant. En tout cas, je rappelle vos livres. Jean Birnbaum, Un silence religieux, la gauche face au djihadisme. C'est aux éditions du Seuil. Et puis, David Jaïs, je rappelle votre premier ouvrage, La guerre civile n'aura pas lieu. Vous nous rassurez, c'est aux éditions du Cerf. Petite référence à Jean Giraudoux et sa guerre de Troie. Lundi, vous retrouvez notre Ulysse à nous, Arnaud Ardouin, qui revient sur sa terre d'Ithaque, en l'occurrence sur ce plateau. Merci à Soisig Bonvarlet, à Charlotte Klomlans pour la préparation de cette émission. Bon week-end à tous. Bye bye.